Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant le positivisme et le réalisme, en quoi ils s'opposent, qu'est-ce que c'est exactement, est-ce qu'on peut les concilier, etc. Donc le positivisme, ça nous l'avons vu, considère que les seules choses concrètes auxquelles on peut donner sens, ce sont les mesures, c'est-à-dire les résultats des expériences et des observations. Expérience au sens large. Tout le reste n'est que spéculation. Notons que le positivisme est inattaquable. Ce qui ne peut faire l'objet d'une mesure, même indirecte, ou en plusieurs expériences, est par essence invérifiable. On ne peut pas le vérifier, donc c'est invérifiable. Si c'est invérifiable, ça n'a pas d'intérêt. Les résultats des expériences constituent les faits objectifs. Un positiviste, sur ce point, ne peut pas être mis en défaut. Donc ils sont toujours beau jeu de dire voici comment nous marchons, vous ne pouvez pas aller contre. Ce qui est vrai. Mais il serait faux de dire que ça s'arrête là. Parce qu'une théorie, ce n'est pas une simple collection de données. Ce n'est pas une simple collection de faits. C'est pas juste une liste de résultats. On doit collecter l'ensemble de ces résultats pour en former un tout cohérent avec des relations entre les différents résultats et construire et formaliser une théorie qui les décrit et qui permet de faire des prédictions expérimentales. En retour, une fois que l'on a élaboré cette théorie, on peut être amené à se poser des questions et à essayer d'expliquer le sens physique de certains des objets mathématiques utilisés par la théorie. Donc, il est difficile de rester strictement dans le cadre positiviste. On a vu d'ailleurs que cela conduisait à des problèmes, à des objections, des incohérences, et même parfois une violation du strict positivisme. Et de fait, depuis un siècle, depuis l'élaboration de l'interprétation de Copenhague, jamais on n'a formalisé entièrement une interprétation strictement positiviste, ou du moins qui ne pose pas de questions, et est libre de toute objection. A contrario, on a le réalisme. Alors le réalisme, lui, admet l'existence d'une réalité objective, indépendante de l'observateur. On ne doit pas avoir un observateur, on ne doit pas exister pour que cette réalité existe. Et bien sûr, dans le réalisme, on va parler de cette réalité. Un système physique a donc son existence propre et son évolution propre, même sans avoir à effectuer des mesures sur lui. Le réaliste tente donc de décrire cette réalité. Les mesures n'étant évidemment pas niées, elles offrent une porte ouverte sur cette réalité. Les mesures permettent d'accéder à cette réalité. Il y a deux difficultés avec le réalisme. D'abord, à la base, la seule réalité que nous connaissons, c'est celle qui est accessible à nos sens. C'est le monde classique, décrit par la physique classique. Donc il y a toujours un risque d'avoir des préjugés, parce qu'on ne sait pas qu'il y a d'autres possibilités ou d'autres manières de voir les choses. C'est pas toujours évident. Et ce pour décrire une réalité quantique qui, elle, peut être très différente et comporter des aspects qui nous sembleraient impossibles a priori. Rappelons-nous par exemple la non-localité, la non-séparabilité, toujours ensemble en physique classique, mais différentes, séparées en mécanique quantique. La deuxième difficulté, c'est que si on parle de choses qui ne sont pas mesurées, comment en vérifier alors leur validité? Ça, c'est un point épineux.
Comment savoir si ce qu'on dit est juste? Avant d'aller plus loin, il est important de préciser qu'il existe plusieurs formes de réalisme, notamment de celles que nous avons en fait déjà vues. Et donc il est important de les connaître et de connaître leurs limites. Première forme, c'est le réalisme local, qui est composé de deux choses, qui dit que l'état d'un système est décrit par un état quantique, une fonction d'onde, et un ensemble de paramètres ou de variables cachées qui lui sont associées. Et à tout observable est associé une fonction qui prend l'état et ses variables et qui donne la valeur de l'observable. Et deuxième point, puisque c'est local, tout signal a une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière, ou inférieure ou égale. Donc si on a deux événements A et B, des mesures, ou des phénomènes quelconques, séparés par un intervalle spatial, donc il peut être rejoint par un signal allant moins vite que la vitesse de la lumière, alors ce qui se passe en A ne peut affecter B et B ne peut affecter A. Le réalisme local a été invalidé par le théorème de Bell et les expériences. Nous en avons parlé. Une forme proche du réalisme local est le réalisme dit naïf. C'est celle qui dit que ce que l'on mesure, ce sont des valeurs qui sont préexistantes. Donc quand je mesure une grandeur, le spin par exemple, la valeur du spin que je vais mesurer est déjà là. C'est tentant parce que c'est comme ça que fonctionne la physique classique. Quand je mesure la vitesse d'un train, avant que je ne fasse la mesure, le train a déjà cette vitesse. Même le langage, qui est basé sur notre expérience du quotidien, donc le monde classique, même le langage reflète cela. Quand on dit, et on trouve ça dans tous les livres, on mesure la position de l'électron. Ça sous-entend, on mesure une position qui est là, qui existe, préexiste. Alors qu'en fait, en réalité, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc le langage est parfois mal adapté, il faut se méfier. Vraiment se méfier. Pour ce qui est du réalisme naïf, qui est un réalisme d'Einstein, évidemment, la forme locale, on vient de le dire, invalidée. Et même si c'est non local, elle est invalidée par les théorèmes de Cauchy et Specker, etc. Troisième forme, on peut avoir un réalisme qui est non local et contextuel, avec des variables cachées. Un exemple, la théorie de Bohm. Nous avons vu. Enfin, il y a le réalisme au sens large, parce que le réalisme n'impose pas en réalité d'utiliser des variables cachées. Il n'y a rien qui dit ça. De même que, par exemple, elle n'impose pas le déterminisme, ce qui est souvent le cas des théories à variables cachées. Certains peuvent utiliser un comportement stochastique, mais la plupart sont déterministes. Mais ce n'est pas une obligation. Tout ce que dit le réalisme, c'est qu'il doit y avoir une réalité indépendante. C'est tout. Quelle qu'en soit la forme. C'est donc beaucoup plus large que les formes de réalisme que je viens de présenter. On pourrait dire parfois que c'est peut-être un peu présomptueux de vouloir connaître la réalité. C'est peut-être aller au-delà de ce qu'on peut faire. Et si on dit la réalité est comme ça, comment être sûr que c'est vraiment la bonne réalité? Si la théorie, si l'explication est basée sur la mécanique quantique, qui nous dit que la mécanique quantique est une théorie ultime qui ne changera plus jamais? Rien. Rien ne le dit. Et peu importe. Le but de la physique n'est pas de découvrir une vérité absolue. C'est de découvrir les choses au mieux à l'instant où on les découvre, où on les étudie. Le mieux possible.
Essayons de décrire une réalité au mieux avec ce qu'on a, en particulier la mécanique quantique. Si dans l'avenir ça évolue et qu'il y a de nouvelles théories ou une théorie plus puissante qui viendrait englober et remplacer la mécanique quantique, eh bien on changera. Réalité, on devrait plutôt dire la réalité telle que nous pouvons y accéder. Les choses que nous pouvons savoir, et pas une réalité absolue, qui probablement risque de nous échapper. Donc il faut garder la tête froide. Alors, dans l'étude des interprétations, on flirte souvent avec la philosophie. On est en marche de la physique. On est sur le bord de la physique avec une utilisation fréquente de la philosophie. J'ai cité plusieurs fois le mot ontologie. L'ontologie est un concept philosophique. Le positivisme, le réalisme sont des courants philosophiques. Mais attention de ne pas abuser de la philosophie. Il ne faut pas trop faire de philosophie. Comme dit le physicien Blanton, il dit attention de ne pas devenir esclave de la philosophie. La philosophie a ses propres concepts. Elle s'est développée très longuement, bien avant la physique moderne. Elle a ses propres concepts, ses propres idées. Elle couvre un terrain plus large que la simple science. Elle aborde la théologie, la métaphysique, et bien toutes sortes de concepts. Et ici, on n'est plus limité. On a déjà une base. C'est la mécanique quantique. C'est la physique. Donc on doit faire une philosophie appliquée à la physique, à la mécanique quantique. C'est de la philosophie des sciences, et même une philosophie des sciences restreinte, à savoir l'objet de la théorie. Et il faut s'y tenir. Par exemple, en physique, en sciences en général, on considère que les résultats expérimentaux sont réels, sont objectifs, ce sont des faits objectifs. C'est ce qu'on appelle le principe d'objectivité. Si nous sommes deux à regarder le résultat d'une expérience, ce résultat nous est commun. À nous deux. C'est un fait objectif. Alors qu'en philosophie, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des courants philosophiques qui vont au-delà du principe d'objectivité. Alors, donc il faut faire très attention avec la philosophie. Je le précise parce qu'il n'est pas rare de voir des textes à caractère philosophique qui s'attaquent aux interprétations de la mécanique quantique et où les raisonnements philosophiques vont très loin, bien au-delà de la barrière que je viens de citer. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors ce qu'on peut utiliser, c'est d'abord des raisonnements logiques, rigoureux, mathématiques. C'est indispensable. Ensuite, il faut être prudent. Il faut toujours tout envisager, tout examiner. Il faut être exhaustif pour être sûr de ne pas avoir laissé échapper quelque chose. Ensuite, il faut avoir de l'ouverture d'esprit. C'est peut-être le plus dur. On peut être amené à accepter ou même simplement envisager des choses comme la non-localité, l'indéterminisme ou d'autres choses particulières à la mécanique quantique, même s'ils heurtent nos convictions. Même si on dit non, moi j'aime pas ça, ou je trouve que c'est fou ou pas possible, non, on doit l'accepter et voir ce que ça donne. Notons que, d'un point de vue philosophique, le réalisme est très difficile à rejeter. On dit que le positivisme est inattaquable, le réalisme, lui, ne peut être rejeté. Qui estimerait nier l'existence d'une réalité?
que le monde ne serait que pure illusion, n'existerait pas. Ni nous, ni quoi que ce soit. C'est un peu une philosophie folle, je ne crois pas qu'il y ait le moindre théoricien ou le moindre physicien ou scientifique qui opte pour ça. Donc le réalisme n'est pas ne peut nier, et pratiquement tous les physiciens ont une philosophie réaliste et non positiviste. Mais en fait, il y a la philosophie que l'on suit et ce que l'on fait en pratique. Et le positiviste ne va en réalité pas nier l'existence d'une réalité. Ce qui dit juste, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est de la spéculation. Il juge que parler et étudier cette réalité objective est indigne d'intérêt. Ce qui est digne d'intérêt, c'est les résultats des mesures. Mais franchement, c'est discutable. Comment savoir si c'est digne d'intérêt si on n'a pas regardé? Il faut d'abord l'examiner avant de juger. Il faut voir ce que donne une approche qui tente de définir la réalité. Ça a déjà été fait en partie, avec le réalisme local et naïf, avec la théorie de Bohm. Et donc, il faut voir ce que ça donne pour juger. Les bénéfices d'une telle analyse, d'un tel examen, peuvent aller au-delà du pur critère positiviste. Ça peut aller au-delà de simplement permettre de faire des prédictions expérimentales que l'on pourrait vérifier par la mesure. Il peut y avoir d'autres bénéfices. Il peut y avoir des bénéfices théoriques, une théorie élégante, ou une théorie qui permet d'aller plus loin. Par exemple, passer à la gravité quantique. On a vu que l'interprétation de Copenhague était totalement incompatible avec l'approche de la gravité quantique. Et donc, des bénéfices peuvent exister. Et ils peuvent être aussi pédagogiques. Expliquer la mécanique quantique n'est pas sans intérêt. L'expliquer à des profanes, à des curieux, à des passionnés, à des étudiants, à ceux qui s'intéressent à la mécanique quantique et veulent l'apprendre. Donc ça peut être intéressant d'expliquer. Et donc, il peut y avoir un intérêt pédagogique. Voilà, donc pour la définition du positivisme et du réalisme. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer sur cette analyse et nous allons nous poser la question de savoir comment peut-on définir le réel? À partir de quoi, comment, quelle forme ça peut prendre? Je vous remercie.